Donc, bienvenue à cette première conférence qui inaugure ce cycle. Bon, je m'appelle effectivement Patrick Charnay. Je travaille dans un laboratoire de l'INSERM à l'École normale supérieure et je m'intéresse précisément à cette thématique concernant le développement du système nerveux. C'est-à-dire que nous essayons de comprendre comment le système nerveux est mis en place chez les vertébrés en général et plus spécifiquement chez les mammifères. Alors, peut-être tout d'abord, ce cycle de conférence est consacré à la plasticité du système nerveux. Moi, je ne vais pas du tout vous parler de plasticité, parce que vous allez le voir, en fait, la mise en place du système nerveux, c'est quelque chose qui est commandé de façon très peu plastique par un programme génétique, et donc il y a très peu de marge, en quelque sorte, vis-à-vis de ce programme. Donc la plasticité dans ce cycle de conférences, elle va apparaître dans les autres conférences, pas dans la mienne. Alors ceci étant dit, pourquoi s'intéresser au développement du système nerveux? Alors je reviendrai sur quelques aspects tout à fait fondamentaux de l'organisation, en particulier cellulaire du système nerveux, et d'une cellule particulière, le neurone, dont vous avez tous entendu parler, qui joue un rôle tout à fait fondamental dans ce système. Alors, ce système, sa caractéristique, c'est que ces cellules sont organisées en un réseau, et un réseau qui est d'une extrême complexité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, on peut estimer que chez un homme ou une femme, il y a à peu près 10 puissance 12 neurones, c'est-à-dire 1000 milliards de neurones. C'est un chiffre qui est déjà tout à fait astronomique. Et si on réalise que chacun de ces neurones établit des connexions avec un millier d'autres neurones, le nombre de ces connexions, qu'on appelle des synapses, est de l'ordre de 10 puissance 15. 1 million de milliards. C'est quelque chose qui est tout à fait faramineux comme complexité. À ceci s'ajoute le fait que ces neurones ne sont pas tous identiques et qu'ils viennent en une variété extrêmement diverse. On peut estimer qu'il y a plusieurs centaines de types de neurones différents. Donc vous voyez un réseau extraordinairement vaste, formé de cellules qui vont échanger de l'information. On va voir rapidement ce dont il s'agit dans un instant, qui vont échanger de l'information et donc constituer en plus d'éléments qui sont différents les uns par rapport aux autres. Donc c'est ce qui a fait avancer l'idée, le concept que en fait, le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers, en tout cas de l'univers que nous connaissons actuellement. Alors si on veut un jour arriver à comprendre comment fonctionne un système aussi complexe, et en particulier être capable de traiter ces dysfonctionnements quand ils apparaissent, eh bien on a besoin de savoir comment il est construit. Il est clair que si on n'a pas le mode de construction du cerveau, et ça c'est quelque chose qui va se produire justement pendant cette phase d'organisation qu'on appelle le développement, et en particulier pendant le développement prénatal, eh bien, il est clair qu'on n'arrivera pas à comprendre complètement la façon dont est mise en place, et dont fonctionne plutôt, le système nerveux. Il y a une raison supplémentaire qui va apparaître au cours de ma présentation, qui est que, en fait, et même plutôt vers la fin, qui est que il y a une réutilisation au cours du fonctionnement du système nerveux et de façon générale de l'organisme des gènes qui sont impliqués dans sa mise en place. Et donc que si on veut pouvoir un jour être capable de moduler, en quelque sorte de manipuler le système nerveux, en particulier pour le réparer, eh bien on a besoin de connaître les gènes qui ont servi à sa fabrication parce qu'ils vont réintervenir en quelque sorte lorsqu'on va vouloir donc réparer le système nerveux. Donc, comme je vous disais, je vais partager ma présentation en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous faire quelques rappels d'aspects tout à fait fondamentaux, de base, en particulier sur les neurones. Puis ensuite, j'aborderai l'exposé proprement dit sur la mise en place et le développement du système nerveux. Alors, un préambule tout d'abord. Je ne vais pas vous parler de tout le système nerveux. Je vais vous parler que du développement d'une partie du système nerveux, ce qu'on appelle le système nerveux central. Alors, le système nerveux central, c'est le cerveau, qui est inclus dans la boîte crânienne, et c'est la partie qui est en mauve ici, et puis la moelle épinière qui, elle, est insérée dans la colonne vertébrale.
Mais en fait, le système nerveux complet inclut d'autres organes, d'autres régions, qui sont les parties colorées ici en jaune ou orange, qu'on appelle le système nerveux périphérique. Il est évidemment très important également, puisque c'est lui qui assure les connexions entre le système nerveux central, que je viens de vous décrire, et puis toute la périphérie, en particulier, par exemple, les muscles des membres. Donc il y a des neurones spécifiques qui sont localisés dans le système nerveux central, qui vont envoyer des prolongements jusqu'aux muscles, et puis et éventuellement commander la contraction musculaire. Et inversement, il y a toute une série de neurones qui vont être chargés de véhiculer vers le système nerveux central des informations sensorielles telles que la douleur, la position des muscles, puisque lorsque vous voulez bouger un muscle, vous avez besoin de savoir son état de contraction, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas vous parler du tout du système nerveux périphérique, et ça tombe bien parce que du point de vue développement, en fait, système nerveux central et système nerveux périphérique obéissent à des règles et ont des origines embryologiques profondément différentes. Donc je vais me centrer sur le système nerveux central. Alors le système nerveux central, je vous l'ai dit, il est constitué de cellules, et d'une cellule particulièrement importante, d'un type de cellule particulièrement important, le neurone. Le neurone, c'est la cellule qui va être en charge de véhiculer l'information, en quelque sorte, qui transite à travers le réseau du système nerveux. Alors, cette propriété du neurone, en fait, elle est apparue dès qu'on a été capable de voir des neurones. Et pour voir des neurones, il a fallu, en fait, développer des colorations différentielles, c'est ce qui a été fait au cours du XIXe siècle en particulier, qui ont permis d'identifier les neurones et de constater leur morphologie. Et rien qu'en regardant la morphologie du neurone, on comprend déjà beaucoup de choses. Alors, le neurone, il est constitué d'un corps cellulaire, comme n'importe quelle cellule, qui contient un noyau, mais il comporte également des prolongements cytoplasmiques, qu'on appelle des neurites, et ces prolongements cytoplasmiques sont de deux sortes. Vous voyez, il y a des petits prolongements qui sont très nombreux, qui sont d'une taille qui est en général inférieure au dixième de millimètre en longueur, mais qui peuvent être d'un nombre tout à fait considérable, plusieurs centaines. Ces petits prolongements, on les appelle des dendrites. Et en fait, cette espèce d'arborescence dendritique, eh bien, c'est ce qui va servir aux neurones comme antenne pour recevoir les informations qui proviennent des autres neurones. Les autres neurones vont venir contacter ces dendrites et lui transmettre de l'information, comme je l'expliquerai dans un instant. Et puis, il y a un autre prolongement qui, lui, est d'un diamètre beaucoup plus important et surtout d'une longueur éventuellement beaucoup plus importante, puisque cette longueur peut atteindre de l'ordre du mètre chez l'homme, en ce qui concerne par exemple les neurones qui vont de votre cortex cérébral jusqu'à l'extrémité de la moelle épinière, ou les neurones qui vont de la moelle épinière jusqu'à l'extrémité de votre pied. Chez la girafe, ces axones, on appelle ces prolongements des axones, peuvent atteindre 4-5 mètres. Donc l'axone, lui, si les dendrites vont recevoir l'information, l'influx nerveux, eh bien l'axone est lui le chemin par lequel l'influx nerveux va être émis par le neurone. Le neurone, on va le voir, fonctionne comme une espèce d'intégrateur, c'est-à-dire qu'il va recevoir beaucoup de signaux. Je vous ai dit qu'il est contacté en moyenne par 1 millier d'autres neurones, et il va intégrer ces signaux, et ensuite il va pouvoir émettre un seul type de signal, et ce signal va transiter le long de l'axone pour aller être communiqué à un autre neurone. Alors, l'influx nerveux, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'on peut dire de façon très schématique, c'est que vous avez ici une représentation donc, de l'axone, en fait, qui se présente comme un tuyau de membrane, avec un intérieur qui est connecté au corps cellulaire qui n'est pas représenté ici, et puis un milieu extracellulaire. Cette membrane, elle est normalement imperméable aux molécules chargées, qu'on appelle des ions. Mais il se trouve qu'au sein de cette membrane, il y a des protéines particulières qui sont insérées et qui vont permettre le passage de certains ions et dans certaines conditions. Qu'est-ce que va être l'influx nerveux, en fait? Un autre point qu'il faut que je signale, c'est que du fait de passage des ions à travers cette membrane, eh bien, la densité de charge électrique des deux côtés de la membrane n'est pas identique.
entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, il y a une différence de charge électrique. On dit qu'il y a une polarisation de la membrane. Eh bien, l'influx nerveux, en fait, ça va être une modification de cette polarisation de la membrane. Et encore une fois, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, cette modification de la polarisation, qu'on appelle en fait une dépolarisation, qu'on va appeler également un potentiel d'action, eh bien, va être capable de se propager le long de l'axone, et elle va être capable de se propager de manière unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'elle va toujours, depuis le corps cellulaire, vers l'extrémité de l'axone. Et le signal que va envoyer le neurone et que va véhiculer l'axone, c'est ça. C'est le déplacement, en fait, d'une dépolarisation de la membrane. Et cette dépolarisation de la membrane, elle va être due à des flux d'ions qui vont traverser cette membrane de façon à réduire, en fait, la polarisation qui était établie au départ. Alors ce phénomène de translation, en quelque sorte, de cette dépolarisation, il est très rapide. Hein. L'influx nerveux est capable de se propager à des vitesses de l'ordre de 10 mètres par seconde le long de l'axone. Néanmoins, cette vitesse n'est pas infinie. C'est pour ça, par exemple, qu'on a mis en place des systèmes, par exemple, pour détecter les sprinteurs qui partent, en fait, pas avant que le coup de feu ait eu lieu pour qu'ils partent, mais qu'ils partent avec un délai de temps dont on sait pertinemment qu'il est trop court pour qu'il ait pu atteindre leurs jambes, que l'influx nerveux, en quelque sorte, ait pu atteindre leurs jambes. On peut calculer, en quelque sorte, le temps minimum nécessaire pour que cet influx nerveux, lorsque le coureur entend le signal de départ et ensuite met en route l'influx nerveux pour pouvoir démarrer, il y a un temps qui est incompressible et donc qu'on peut calculer à partir des propriétés de la longueur du circuit, en quelque sorte. Et donc, on a pu calculer ce temps et on a décidé que si le coureur part avant, dans un délai plus court que ce temps, c'est qu'en fait, il est parti avant d'entendre le coup de feu. Alors, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit que en fait, les neurones sont connectés les uns aux autres à travers de structures qu'on appelle les synapses, qui sont situées à l'extrémité de l'axone. Cette extrémité de l'axone vient en contact extrêmement étroit avec certaines régions des dendrites. Et en fait, les surfaces des deux cellules à ce niveau vont venir s'accoler de façon extrêmement étroite. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a une dépolarisation de la membrane, comme je l'évoquais, qui va se propager le long de l'axone et qui va arriver jusqu'à la synapse? Eh bien, au niveau de la synapse, en fait, il va y avoir une transformation de l'influx nerveux qui est de nature électrique le long de l'axone en un signal qui va être chimique. Qu'est-ce qui va se passer précisément? Vous voyez qu'à proximité de la surface présynaptique, c'est-à-dire au niveau de l'axone, il existe des espèces de petites vésicules qui sont en attente ici, tout près de la membrane. Donc les vésicules, c'est les petites boules constituées par de la membrane, mais qui sont pleines, en fait, d'une molécule particulière qui est spécifique du type de neurone considéré et qu'on appelle un neurotransmetteur. Donc c'est un médiateur chimique. Lorsque l'influx nerveux, lorsque la dépolarisation membranaire va arriver au niveau de la synapse, eh bien, il va y avoir des modifications de la conformation de certaines protéines qui sont en contact avec ces vésicules, et ceci va induire en fait la fusion de ces vésicules avec la membrane qui limite la cellule. Et donc les vésicules fusionnant avec la membrane, elles vont libérer leur contenu dans l'espace intersynaptique, entre les deux cellules. Ces neurotransmetteurs ne sont pas n'importe quelle molécule, sont donc des médiateurs chimiques, comme je le disais, et en fait, la surface de la dendrite en regard de l'axone est couverte de protéines qui sont enchâssées dans la membrane et qui fonctionnent comme des récepteurs de ce neurotransmetteur. Donc la présence du neurotransmetteur va activer ces protéines, et une des conséquences de l'activation de ces protéines, en général, eh bien, ça va être la mise en place d'une dépolarisation dans le neurone postsynaptique. Donc vous voyez, on a un signal électrique au départ qui est transformé en signal chimique, et ce signal chimique va de nouveau être transformé en signal électrique
lorsque on passe à la cellule suivante. Alors, par contre, la dépolarisation qui se produit du fait de l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau de l'extrémité de l'axone est beaucoup plus faible que celle qui correspond à la dépolarisation qui se propage le long d'un axone. Donc, s'il arrive un seul potentiel d'action, eh bien, ça ne va pas provoquer une dépolarisation suffisante dans le neurone suivant. En fait, pour que le neurone suivant se mette lui-même à déclencher et à envoyer un potentiel d'action le long de son axone, il va falloir qu'il reçoive de très nombreux signaux du même type. Et justement, ceci va être son rôle. Je disais qu'il est en contact avec un millier de neurones différents, donc il va servir comme intégrateur. Il va détecter, d'une part, les signaux qui proviennent de différents neurones, il va pouvoir les additionner, les sommer, puis il va également pouvoir les sommer dans le temps. C'est-à-dire que si un neurone lui envoie non pas un potentiel d'action, mais un train de potentiel, une rafale de potentiel d'action, il va pouvoir également sommer dans le temps ces potentiels d'action. Et donc, si tous ces signaux qui arrivent ont une intensité en quelque sorte suffisante lorsqu'on en fait la somme, eh bien, il va décider qu'il a dépassé un certain seuil et il va lui-même enclencher un potentiel d'action, il va démarrer un potentiel d'action qui va se propager le long de son propre axone et qui va être communiqué à un autre neurone. Donc ceci, c'est le principe du fonctionnement en quelque sorte du réseau, mais vous voyez que vu la complexité du réseau, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement complexe. Donc ceci étant dit, j'en viens au cœur de ma présentation, que je me propose de diviser en 4 parties. Alors, ce qu'on va voir, c'est que le système nerveux, pendant la plus grande partie de son développement, enfin, disons une grande partie de son développement, il va se développer sans neurones. Alors, je vous ai dit, les neurones, c'est ce qui est essentiel dans le système nerveux. Ben, au début, on va commencer à construire le système nerveux, mais on n'aura pas de neurones. Les neurones ne vont apparaître que tardivement. Néanmoins, on va auparavant définir quelle est la région de l'embryon qui va donner naissance au système nerveux. Ce n'est pas n'importe quelle région de l'embryon qui va se transformer en système nerveux central. Puis ensuite, je vous ai dit qu'il y avait différents types de neurones au sein d'un individu. Ces neurones, ils vont être différents sur la base de leur morphologie, de leur connectivité, c'est-à-dire la façon dont ils sont connectés avec d'autres neurones, des neurotransmetteurs qu'ils utilisent. Chaque neurone utilise un seul type de neurotransmetteur, mais il y en a des dizaines différents. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que donc, cette diversité des neurones, eh bien, elle est en partie déterminée par l'origine de la région d'où proviennent ces neurones. En d'autres termes, on va définir une région qui va donner naissance au système nerveux, et puis ensuite on va diviser cette région en sous-régions, en sous-domaines, qui, eux, vont fournir des types de neurones en quelque sorte spécifiques. On va ce qu'on appelle régionaliser le système nerveux. Et ce qui est vraiment important, c'est que cette régionalisation, encore une fois, elle a lieu avant même qu'apparaissent les neurones. C'est-à-dire ce sont les ancêtres des neurones qui vont être régionalisés, mais ceci va fixer en quelque sorte le destin de leurs descendants. Donc on va voir comment ceci se produit. En particulier, je vais m'efforcer de vous présenter quelques éléments des réseaux génétiques qui sont à la base de ces processus. Et puis également des méthodologies qu'on commence à disposer pour pouvoir manipuler, identifier et manipuler ces gènes. Puis ensuite, une troisième étape tout de même, ce sera la génération des neurones. À un moment, le système nerveux va fabriquer des neurones. C'est une étape évidemment essentielle. Et la dernière étape, ce sera la mise en connexion de ces neurones, puisque ça ne sert à rien de fabriquer des neurones s'ils ne sont pas connectés les uns aux autres pour avoir un système nerveux fonctionnel. Toutes ces étapes sont sous un contrôle génétique absolument rigoureux. Donc, on va commencer avec la mise en place du système nerveux. Et ça nous ramène à des expérimentations qui ont été effectuées dans les années 20 du XXe siècle. Du XXe siècle.
en particulier par un embryologiste allemand qui s'appelait Hans Spemann. Alors ce monsieur travaillait à l'époque avec des amphibiens, et en particulier il avait eu l'astuce d'identifier deux espèces d'amphibiens qui étaient très proches, mais qui différaient par la coloration de leur épiderme. Donc il y avait une espèce dont les cellules étaient colorées, qui possédait un pigment, et puis l'autre pas. Et donc il a utilisé cette propriété extrêmement simple pour pouvoir étudier le devenir des tissus au sein de l'embryon. Et je vais m'expliquer dans un instant sur la procédure. Alors là, vous avez une représentation tout à fait schématique d'un embryon à un certain stade de développement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est un stade précoce de développement de l'embryon d'amphibien. Ce qu'on va voir, ce qui est important, c'est qu'au cours de ce processus, en fait, au départ, l'embryon est essentiellement formé par une espèce de coque de cellules. Et puis vous voyez qu'au cours de ce processus, il y a en fait une partie des cellules qui vont pénétrer à l'intérieur de l'embryon. Et à un stade plus tardif, eh bien, vous voyez que cette pénétration a eu lieu de façon beaucoup plus conséquente. Et ça, c'est un point tout à fait important. Toujours est-il que l'expérience qu'a d'abord effectuée Hans Spemann, c'est de prélever un morceau d'un embryon, un embryon qui était pigmenté, et il a prélevé, en l'occurrence ici, un morceau de la partie dorsale de l'embryon. C'est la partie qui va donner naissance au système nerveux. Ça, on le savait, qu'on avait pu faire des marquages, des traçages, et on savait que cette région donne naissance au système nerveux, et à un stade relativement précoce, cette région du système nerveux s'appelle la plaque neurale. Je m'excuse, il y a une partie de mes diapositives qui sont en anglais. Donc, M. Spemann a prélevé cette région dont on sait que si elle reste ici dans l'embryon, elle va donner naissance au tissu nerveux, et puis il l'a greffé sur un autre embryon qui, lui, n'était pas pigmenté, et il l'a greffé dans une région plus ventrale de l'embryon, dont on sait qu'elle ne va pas donner du système nerveux, mais qu'elle va donner de l'épiderme. Lorsqu'on fait une telle greffe, il y a une bonne cicatrisation et l'embryon se développe tout à fait normalement. Et donc ce qui l'a intéressé, c'était le devenir de ces cellules qu'il avait greffées. Or, il peut les suivre puisqu'elles ont une couleur différente. Et donc ce qui s'est aperçu, c'est que lorsqu'il effectue la greffe au stade qui est indiqué ici, eh bien le greffon donne naissance non pas à du tissu nerveux, mais à de l'épiderme. Donc vous voyez, a priori, ce tissu était destiné à former du tissu nerveux, mais on a changé son environnement, et à ce moment-là, eh bien, il va se conformer en quelque sorte à sa position au sein de l'embryon, et il va devenir de l'épiderme et pas du système nerveux. Donc ça veut dire que, et c'est le seul moment dont je parlerai de plasticité en quelque sorte, là il existe une plasticité en ce qui concerne le devenir de ces cellules, puisqu'il suffit de les changer d'environnement pour changer leur destinée. Mais maintenant, M. Spemann, qui était quelqu'un de très astucieux, a répété cette expérience un petit peu plus tard au cours du développement. Donc vous voyez à un moment où les cellules qui pénètrent à l'intérieur de l'embryon sont rentrées de façon plus profonde, et en particulier, vous voyez que ces cellules en fait s'accolent sous la partie dorsale de l'embryon et qu'elles ont déjà recouvert la région du greffon. Donc il a répété l'expérience, exactement la même. Il prélève un morceau de tissu dont il sait normalement qu'il va donner du tissu neural, et il le transplante dans un autre embryon, dans une région qui normalement donne de l'épiderme. Et puis il laisse l'embryon se développer, et qu'est-ce qu'il constate dans ce cas-là? Eh bien, c'est que les cellules qui sont dérivées du greffon, qu'il peut toujours distinguer du fait de leur pigmentation, eh bien cette fois-ci, se sont différenciées pour donner du tissu nerveux, et non plus de l'épiderme. Donc quelque chose a changé entre ces deux stades de développement de l'embryon, qui est que les cellules qui sont localisées ici, eh bien maintenant sont en quelque sorte déterminées. Elles ne possèdent plus de plasticité. Même si on les met dans un environnement qui normalement devrait donner naissance à des cellules d'épiderme, eh bien elles vont continuer à se différencier pour donner du tissu nerveux, ce qui aboutit à un embryon qui a deux systèmes nerveux au lieu d'un seul. Il a le système nerveux normal de l'embryon, plus celui dérivé du greffon.
Donc ça, c'était une expérience qui était tout à fait fondatrice à cette époque, parce que ça montrait de nombreuses choses. Ça montrait justement la distinction entre une étape de plasticité au cours du développement et une étape où le tissu est déterminé dans son développement. Et puis ça permettait d'émettre l'hypothèse, en fait, puisqu'il y avait une conjonction entre la détermination et le fait que les cellules qui rentrent à l'intérieur de l'embryon viennent en contact de cette région, ça a permis à Spemann de poser l'hypothèse que c'était ces cellules qui rentrent à l'intérieur de l'embryon qui vont émettre un signal qui vont faire que le devenir neural de ce tissu va être fixé. Et il a appelé ceci l'induction embryonnaire. Et plus tard, ça a été appelé l'induction neurale. Par induction, on entend le fait que le tissu qui émet l'inducteur est capable d'instruire en quelque sorte le devenir du tissu adjacent. Il lui fournit des instructions sur ce qu'il va devenir, il l'engage dans une voie de développement particulière. Donc ces expériences ont été effectuées dans les années 20, et puis évidemment, elles posaient la question de savoir quelles sont les molécules qui sont responsables de cette induction neurale. Eh bien, il a fallu patienter de l'ordre d'une soixantaine d'années avant de pouvoir commencer à mettre la main sur ces molécules. Et ceci n'a pu être obtenu qu'au cours, disons, des 15-20 dernières années, où on commence maintenant à comprendre quels sont les mécanismes moléculaires qui permettent au tissu inducteur d'engager cette région dorsale de l'embryon vers la voie neurale. Donc, je vais vous dire juste quelques mots sur ces mécanismes parce qu'ils sont intéressants également. Et puis ça permet de poser un peu les choses de façon plus précise. Alors là encore, on a une certaine surprise en ce sens que l'idée de Spemann, c'était que, en fait, les cellules, cette région de l'embryon, Spemann pensait que ces cellules, normalement, si elles ne recevaient pas de signal d'induction, eh bien, elles allaient se différencier pour donner de l'épiderme. Et que c'est parce qu'elles recevaient un signal inducteur qu'elles se différenciaient en tissu neural. D'où l'idée que le signal inducteur avait un rôle en quelque sorte positif. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une expérience tout à fait clé qui a été effectuée, qui a complètement réversé en quelque sorte cette idée. Donc, je vous ai représenté, enfin, on a représenté ici le tissu avant la différenciation vers la voie neurale. On s'est aperçu que ces cellules synthétisaient une molécule particulière qui s'appelle BMP4. C'est une protéine qui est sécrétée. C'est une protéine qui peut diffuser dans le milieu. Et on s'est aperçu également que donc, ce tissu, s'il est laissé à sa place, il va donner du tissu neural. S'il est transplanté dans une région ventrale à un stade suffisamment précoce, il va donner de l'épiderme. La question se posait, qu'est-ce qui se passe si on met, par exemple, si on dissocie ces cellules et puis qu'on les met en culture dans une boîte de pétri? D'après l'hypothèse de Spemann, dans une boîte de pétri, il n'y a pas de raison qu'on ait l'inducteur qui va induire la différenciation neurale, et donc on devrait obtenir des cellules d'épiderme. Eh bien, lorsque l'expérience a été faite, si on dissocie ces cellules, on les met dans une boîte de pétri, elles se différencient en cellules de type neural. Alors pourquoi? Eh bien, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, ces cellules synthétisent donc cette molécule BMP4 et que cette molécule BMP4, elle empêche la différenciation vers la voie neurale. Donc, quand ces cellules sont les unes à côté des autres, comme ceci, elles fabriquent beaucoup de BMP4 et dans ces conditions, elles baignent en quelque sorte dans cette molécule et ceci empêche la différenciation neurale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la région dorsale de l'embryon où justement on va voir une différenciation neurale? Eh bien, dans ce cas-là, les cellules qui rentrent à l'intérieur de l'embryon, elles, vont synthétiser un autre type de molécules qui sont des molécules qu'on appelle chordine, noghine, follistatine, qui ont la propriété commune, en fait, d'être capables d'interagir avec la molécule. Donc, ce sont également des molécules sécrétées, et elles sont capables d'interagir avec la molécule BMP4
pour bloquer son activité. Donc vous voyez, on a un phénomène en fait doublement négatif. BMP4 empêche la différenciation vers la voie neurale et ces molécules qui vont être sécrétées par les cellules qui migrent à l'intérieur de l'embryon, elles vont empêcher l'activité BMP4 et donc dans ces conditions, eh bien, les cellules vont pouvoir se différencier le long de la voie neurale. Donc voilà une expérience dont le principe en quelque sorte a été posé en 1920 et dont la résolution n'a été obtenue que vers les années 90. Vous voyez la difficulté en quelque sorte qu'il y a entre découvrir parfois un mécanisme, un principe, et puis le comprendre au niveau moléculaire. Alors une fois qu'on a défini, et donc le mécanisme, on vient de le voir, comment on définit la région qui va donner du système nerveux, je vous ai dit que ce système nerveux va se régionaliser, va acquérir des propriétés particulières en fonction des différentes régions. Alors on a besoin d'abord de regarder un peu ce qui se passe au point de vue morphologique. Donc au tout début, donc, le système nerveux va se former à partir du même tissu que l'épiderme. Hein. C'est un tissu qu'on appelle l'ectoderme, qui peut se différencier en fonction des signaux que j'ai évoqués un instant, soit en épiderme, soit en tissu neural, en système nerveux. Une fois que, donc, ce sont les cellules qui sont situées immédiatement au-dessous de cette région dorsale de l'embryon, qui vont induire en fait, hein, on l'a vu, la formation de tissu neural, qui à ce stade va prendre le nom de plaque neurale. Alors une fois que ces cellules sont induites, elles vont changer de morphologie, elles vont prendre une morphologie différente des cellules qui vont donner de l'épiderme. Donc elles vont devenir plus épaisses, et je vous montrerai une photographie dans un instant. Elles vont en fait changer également d'autres façons de morphologie, et certaines d'entre elles en fait vont prendre une structure qui n'est plus en quelque sorte rectangulaire, comme ici, mais trapézoïdale, et donc ça va induire une courbure en fait au sein du tissu, de ce tissu de la plaque neurale. Et donc cette plaque neurale, elle va s'invaginer, et ceci va être renforcé par des pressions qui s'exercent sur les bourrelets, sur les côtés ici, parce qu'il y a une prolifération cellulaire intense qui va pousser le tissu sur le côté. Donc toujours est-il que la plaque neurale va s'invaginer pour former cette espèce de gouttière. Et puis le processus va continuer parce que la pression sur les côtés des bourrelets va se poursuivre. Et donc les bourrelets vont se rapprocher du fait de cette pression. Et puis ils vont finir par venir en contact ensemble. Et à ce moment-là, il va se produire une fusion, d'une part entre la partie du bourrelet qui appartient au système nerveux. Et on va avoir donc formation, cette fois-ci, d'une espèce de cylindre qu'on va appeler le tube neural. Et puis l'épiderme va également fusionner et va emprisonner le système nerveux central à l'intérieur de l'embryon. Et ça, c'est évidemment essentiel. Hein. On le verra dans un instant. Si on a le système nerveux central qui reste à l'extérieur, on a un gros problème. Donc, vous voyez comment on passe d'une simple plaque à une structure, en fait, qui va avoir la forme d'une espèce de tube ou de cylindre. Et en particulier, donc, au cours de ce processus, la région qui est médiane ici va se retrouver à la fin dans la partie ventrale de l'embryon, et puis les régions qui sont latérales vont se retrouver dans la partie dorsale de l'embryon. Alors voici comment ça se passe dans la vraie vie. Hein. Donc vous avez ici des photographies en microscopie électronique à balayage qui vous montrent la différence d'épaisseur en particulier entre l'ectoderme qui va donner naissance à l'épiderme et puis le tissu qui va donner naissance au système nerveux ici qui est au stade de la gouttière neurale. Et puis là on a un stade un tout petit peu plus tardif, vous voyez que les bourrelets commencent à se rapprocher. Et puis le stade terminal en quelque sorte de ce processus avec la formation du tube neural et puis la fermeture de l'épiderme pour emprisonner le tube neural à l'intérieur de l'embryon. Alors je vous disais il y a un instant, lorsque vous avez un défaut de fermeture du tube neural, eh bien c'est grave. Effectivement, il y a des maladies congénitales qui correspondent à des défauts de fermeture qui sont assez fréquentes et qui sont très graves.
Alors en fait, la façon dont le tube se ferme, bon, c'est légèrement différent suivant les espèces, mais en général, la fermeture se produit d'abord dans la partie, disons, centrale du tube, puis ensuite, il y a un phénomène de type fermeture éclair, et la fermeture se propage en fait vers les deux extrémités. Ce qui fait que vers la fin de la fermeture du tube, on n'a plus que deux trous en quelque sorte, des pores à l'extrémité antérieure et postérieure du tube neural qu'on appelle les neuropores, qui vont ensuite se fermer. Mais dans certains cas, ça ne se produit pas correctement, et ça donne naissance à des anomalies congénitales. Lorsque le pore antérieur ne se ferme pas, on est en présence d'une anomalie qui s'appelle l'anencéphalie, qui est extrêmement grave, puisque en fait, dans ce cas-là, le cerveau ne se développe pas du tout, ni les os qui devraient enchasser le cerveau. Et donc ça, c'est une affection qui se traduit par la mort du bébé à la naissance. Inversement, on peut avoir un défaut de fermeture au niveau du neuropore postérieur, et ça donne naissance à une anomalie qui s'appelle la spina bifida, donc où on a une exposition plus ou moins importante de la moelle épinière à l'extérieur du corps du bébé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait traiter maintenant. La plupart des individus qui naissent avec ce type de malformation, on est capable de les sauver, mais ça nécessite des soins très lourds pour y arriver. Alors, je reviens à cette diapositive précédente pour aborder cette fois-ci la question de la régionalisation du tube neural. Je vous ai dit, le système nerveux est constitué d'une grande variété de types de neurones différents, et un des éléments essentiels pour déterminer le type de neurone, c'est l'origine, le lieu d'origine de ces neurones. C'est-à-dire que deux sites différents vont donner naissance à des neurones différents. Et là, on en a un exemple tout à fait clair en ce qui concerne la distribution. Vous avez une coupe de moelle épinière ici. Et en ce qui concerne la distribution des neurones le long de l'axe dorso-ventral au sein de la moelle épinière. On vous a représenté ici quelques types de neurones. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Par exemple, dans la région ventrale, il y a des neurones dont j'ai déjà parlé, qu'on a représentés en rouge ici, qu'on appelle les motoneurones. Donc, c'est des neurones très particuliers puisque leur corps cellulaire est dans le système nerveux central, mais ils vont émettre un axone qui va sortir du système nerveux central et qui va constituer une partie du système nerveux périphérique, puisque c'est lui qui va aller en particulier contacter, par exemple, les muscles de vos membres. Dans la partie ventrale de la moelle épinière, on a également d'autres neurones, celui qui est en bleu par exemple ici, vous voyez, qui lui va envoyer un axone qui ne va pas sortir du système nerveux central, mais qui va venir contacter les motoneurones. Et puis dans la partie dorsale, on a encore d'autres types de neurones, celui qui est vert par exemple ici, ça c'est un neurone qui va envoyer un axone qui va descendre tout à fait à l'extrémité ventrale du tube neural, et puis ensuite qui va traverser le plan de symétrie pour aller contacter d'autres neurones de l'autre côté du plan de symétrie, ce qu'on appelle des neurones commissuraux. Et puis il y a encore d'autres types de neurones qui, dans la partie dorsale, qui eux ne vont pas traverser le plan de symétrie. Donc vous voyez qu'on peut distinguer différents types de neurones, et que, comme je le disais, ces neurones sont localisés à des niveaux différents le long de l'axe antéro-postérieur. Donc la question maintenant, c'est comment se fait-il que le lieu de naissance, en quelque sorte, de ces neurones va influer sur leur destinée. Leur destinée, c'est quel type d'axone ils vont envoyer, quel va être le chemin de cet axone, quel type de neurotransmetteur ils vont fabriquer. On commence à connaître les mécanismes qui gouvernent ce processus, et je voudrais vous en donner juste une petite idée. Donc pour cela, toujours pareil, les mécanismes en fait, qui vont gouverner la formation des neurones à ce stade relativement tardif, eh bien, ils commencent en quelque sorte à un stade beaucoup plus précoce. Donc pour comprendre comment est spécifiée l'identité des neurones à ce stade, on a besoin de remonter à un stade de développement où il n'y a pas encore de neurones et où on vient juste de mettre en place en quelque sorte le futur système nerveux. Et en fait, en même temps qu'on le met en place, on va le régionaliser également. Alors, comment va se passer cette régionalisation?
Elle va faire appel à deux types de molécules dans un premier temps. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le tissu qui est sous le système nerveux central est responsable de la mise en place du système nerveux central. Mais il va être également responsable en partie de sa régionalisation, parce qu'au sein de ce tissu situé sous le système nerveux central, il y a une région particulière, qui est la région tout à fait médiane ici, qu'on appelle la notocorde. Et vous voyez qu'on a représenté de façon colorée cette région, parce qu'elle synthétise une molécule particulière qui s'appelle sonic hedgehog, SHH. Cette molécule est encore une protéine sécrétée et qui a des propriétés inductrices parce que le fait que cette protéine soit sécrétée dans cette région, ça va agir sur les cellules qui sont immédiatement adjacentes au niveau de la plaque neurale et ça va transformer ces cellules de telle sorte qu'elles vont elles-mêmes se mettre à synthétiser cette protéine sonic hedgehog. C'est un phénomène qu'on peut qualifier d'homéogénique, c'est-à-dire que le fait de recevoir cette protéine, d'avoir des signaux qui proviennent de cette protéine, va faire que ces cellules vont se mettre elles-mêmes à fabriquer cette protéine. Donc, les cellules de la région médiane de la plaque neurale vont se mettre à fabriquer sonic hedgehog, et cette molécule étant sécrétée, elle va être capable de diffuser le long de la plaque neurale, et vous pouvez facilement imaginer que cette diffusion va se traduire par la mise en place de ce qu'on appelle un gradient de concentration de cette molécule, c'est-à-dire qu'à proximité de la région médiane, on va avoir beaucoup de molécules sonic hedgehog, et puis à plus grande distance, on va en avoir beaucoup moins. Donc on va avoir des variations de concentration de la protéine sonic hedgehog le long de la plaque neurale. Parallèlement à ça, il y a une autre molécule, un autre type de molécule qui est sécrétée, cette fois-ci, par la région adjacente au tube neural, c'est marqué en orange ici, la région de ce qu'on appelle l'ectoderme. Et les molécules qui sont sécrétées sont des molécules du même type que celles qu'on a rencontrées précédemment, des molécules de type BMP. Et là, on va avoir un phénomène tout à fait analogue, c'est-à-dire que ces molécules sont sécrétées, elles vont agir sur les régions de la plaque neurale immédiatement adjacentes, et elles vont transformer en fait cette région de la plaque neurale, qui elle-même va se mettre également à synthétiser ces molécules BMP. Et puis ensuite, de la même façon que pour sonic hedgehog, eh bien, ces molécules BMP vont pouvoir diffuser dans le tube neural, puisque à ce stade-là, on en est au tube neural, et on va avoir des concentrations variables de ces molécules, des concentrations élevées dans la partie dorsale, et puis beaucoup plus faibles du fait de la diffusion dans la partie ventrale. Donc, au bout du compte, on va se retrouver dans le tube neural avec deux gradients opposés de concentration de molécules. Or, ces molécules ont des propriétés très particulières. On les qualifie de morphogénétiques, c'est-à-dire que les cellules qui se trouvent au sein du tube neural, de la moelle épinière à ce stade, vont être capables d'une certaine façon de mesurer la concentration de ces molécules et qu'en fonction de la concentration de ces molécules, eh bien, elles vont avoir une destinée différente. Donc en fait, c'est la concentration de ces molécules variable le long du tube neural qui va établir une régionalisation dorso-ventrale du tube neural. Alors ceci ne va pas être un phénomène direct, il va y avoir de nombreux intermédiaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste illustrer ça par une diapositive. Alors ces intermédiaires, ça va être d'autres molécules régulatrices, mais d'un autre type. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de protéines qui sont sécrétées, donc qui sont relarguées à l'extérieur de la cellule et qui ensuite sont capables de diffuser dans le milieu extracellulaire. Là, les molécules qui vont intervenir dans la phase suivante, ce sont ce qu'on appelle des facteurs de transcription. Les facteurs de transcription sont également des protéines, mais ce sont des protéines qui vont rester à l'intérieur de la cellule. En fait, ce sont des protéines qui vont être localisées dans le noyau cellulaire et qui vont agir sur les gènes. Ce sont des molécules qui vont contrôler l'expression des gènes. Donc elles sont tout à fait essentielles. C'est elles qui vont, puisque une cellule est différente d'une autre cellule parce qu'éventuellement elle exprime des gènes différents. Donc là, on a l'exemple de certains de ces facteurs de transcription, mais la situation est beaucoup plus compliquée dans la réalité, mais on commence à relativement bien comprendre ce qui se passe. Et donc vous voyez qu'initialement, par exemple, ces deux facteurs, PAX3 et PAX7, sont exprimés uniformément dans toute la plaque neurale. Et puis quand le gradient de sonic hedgehog commence à être mis en place, eh bien, vous voyez qu'il y a une restriction du domaine d'expression de PAX3 et PAX7
qui ne sont plus présents que dans la partie dorsale de la plaque neurale. Et de façon inverse, il y a un autre gène, PAX6, qui lui est activé dans la partie ventrale. Et si on regarde encore un peu plus tard, eh bien, on va trouver PAX3 et PAX7 dans la partie dorsale du tube neural, PAX6 dans une région intermédiaire, et puis aucun de ces trois gènes ne sera exprimé dans la région la plus ventrale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a pu démontrer que la protéine Sonic Hedgehog est capable de réprimer l'expression de PAX3 et PAX7. Donc, quand on a une forte concentration de Sonic Hedgehog, en particulier dans la partie ventrale du tube neural, eh on n'a pas d'expression de PAX3 et PAX7. Inversement, Sonic Hedgehog est capable d'activer à des concentrations intermédiaires l'expression de PAX6, mais de le réprimer également à des très fortes concentrations. Donc vous voyez comment, à travers ces mécanismes, la présence d'un gradient de concentration de la molécule Sonic Hedgehog est susceptible d'être traduite en des zones particulières d'expression de facteurs de transcription qui, eux, vont déterminer le devenir des populations neuronales qui vont naître plus tard de ces régions. Alors là, pour l'instant, on a quelque chose qui est très rudimentaire. On a défini 3 régions, mais en fait, à mesure que le temps passe, ceci va se complexifier. Il y a d'autres gènes qui vont être mis en œuvre et on va pouvoir définir, par exemple, de l'ordre d'une vingtaine de régions différentes le long de l'axe dorso-ventral. Donc, ce faisant, on est capable de régionaliser le système nerveux central le long de l'axe dorso-ventral. Des mécanismes analogues interviennent dans la régionalisation, cette fois-ci, le long de l'axe antéro-postérieur, de la tête vers la queue. Donc là, le système nerveux, en fait, initialement, je vous l'ai présenté comme une espèce de tuyau. Eh bien, dans les régions les plus intérieures, ce tuyau va évoluer pour acquérir des formes beaucoup plus complexes et on va avoir la formation d'une série de vésicules qu'on va appeler le cerveau antérieur, le cerveau moyen, puis le cerveau postérieur, puis ensuite la moelle épinière. Et puis ensuite, chacune de ces régions va être sous-divisée, comme c'est le cas par exemple ici au niveau du cerveau postérieur. On va avoir formation de toute une série de sous-régions qui, vous le voyez, vont donner naissance à des populations neuronales différentes. Et donc on commence à comprendre maintenant les mécanismes qui sont à la base de la formation, par exemple, de ces sous-régions. Et en particulier, on a identifié une partie des gènes qui interviennent dans ce processus. Donc, je voudrais vous dire quelques mots de 2 types de gènes qui vont intervenir dans ces processus de régionalisation le long, cette fois-ci, de l'axe antéro-postérieur. Alors, un premier type, je ne sais pas, dont vous avez peut-être entendu parler, ce sont les gènes OX. Alors, qu'est-ce que c'est les gènes OX ? Et ça va me permettre d'introduire quelques autres notions intéressantes. Ce sont des gènes qui ont été découverts la première fois chez la drosophile, la mouche du vinaigre. Ce sont des gènes qui codent pour des facteurs de transcription, donc le type de molécule que j'ai évoqué il y a un instant. Il y en a une dizaine chez la drosophile, en fait un peu moins. Et vous voyez que ces gènes, on les a représentés ici de façon schématique. Ils sont groupés sur un chromosome, enfin sur une partie d'un chromosome. Ils forment une espèce de complexe. On trouve ces gènes à la queue leu-leu. Non seulement ils sont groupés, mais en plus, on s'est aperçu, et ceci est représenté à travers un code de couleur ici, on s'est aperçu que l'ordre de ces gènes au sein du complexe reflète en fait les domaines d'expression de ces gènes le long de l'axe antéro-postérieur de l'embryon de drosophile. Et en fait, vous voyez, l'embryon de drosophile, il est divisé dans toute une série de segments. Et la drosophile elle-même est formée, c'est un organisme segmenté. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que ces gènes, ils jouent un rôle tout à fait fondamental dans la spécification de l'identité de chacun de ces segments. Alors, comment est-ce qu'on a vu ça ? De façon générale, à travers l'analyse de mutations qui affectent l'expression de ces gènes. C'est une approche qui est utilisée chez la drosophile, qui est un animal qui se prête très bien à ce type d'approche expérimentale depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle en fait. Et donc, on a montré que des mutations
qui affectaient ces gènes avaient des effets tout à fait dramatiques, mais également très intéressants. Vous avez une mouche ici qui devrait vous paraître particulière. Je ne sais pas si vous avez regardé une mouche de près. Et les mouches sont des diptères, c'est-à-dire qu'ils ont 2 ailes. Cette mouche, elle a 4 ailes. Pourquoi? En fait, les ailes de la mouche sont portées par un des segments que j'évoquais il y a un instant, qui est le deuxième segment du thorax, deuxième segment thoracique. Et puis le segment qui vient immédiatement après, le troisième segment thoracique, lui ne porte pas d'ailes normalement, il porte ce qu'on appelle des balanciers. En fait, ce sont des vestiges d'ailes parce que initialement, les ancêtres des drosophiles, comme les papillons par exemple, avaient 4 ailes, mais ces ailes ont été perdues au cours de l'évolution, et donc le troisième segment thoracique ne porte que des balanciers qui servent à équilibrer le vol de la mouche. Dans cette mouche mutante, on a fait une manipulation qui a abouti à changer le mode d'expression des gènes OX dans le troisième segment thoracique pour qu'il soit identique au mode d'expression des gènes OX dans le deuxième segment thoracique. Et la conséquence de cela, eh bien, c'est que le troisième segment thoracique se développe, mais il développe des propriétés identiques à celles du deuxième segment thoracique, et donc on obtient une mouche qui a 2 paires d'ailes. Un autre exemple vous est fourni sur cette diapositive ici. Vous avez 2 têtes de mouche ici qui sont observées au microscope électronique à balayage. La mouche normale, c'est celle de gauche. Et donc vous pouvez voir que sur sa tête, bon, il y a l'œil évidemment qui est monumental, et puis ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Ce sont ces antennes. Sur la droite, vous avez une tête de mouche qui est clairement différente. Elle possède toujours des yeux, mais vous voyez qu'à la place des antennes, en fait, il y a une structure extrêmement bizarre qui s'est développée. Et cette structure, en fait, c'est pas n'importe quoi. C'est une patte. C'est pas n'importe quelle patte. C'est la patte qui correspond normalement à le type de patte qui est porté par le deuxième segment thoracique. Ce qu'on a fait ici, dans cette mouche, eh bien, dans la région de la tête, normalement, aucun gène OX n'est exprimé. Eh bien, dans cette mouche mutante, on a exprimé le gène OX qui est spécifiquement exprimé au niveau du deuxième segment thoracique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans ces conditions, l'appendice qui est présent au niveau de la tête, qui normalement est une antenne, eh bien, a été transformé en l'appendice qui est fabriqué au niveau du deuxième segment thoracique. Donc ça nous éclaire beaucoup sur la fonction de ces gènes OX qui sont tout à fait fondamentaux et qui interviennent de la même façon, en quelque sorte, dans la formation du système nerveux. C'est pour ça que je vous raconte ceci. Ces gènes, en fait, ils permettent à la cellule de savoir où elle est le long de l'axe antéro-postérieur. Donc, éventuellement, dans quel segment elle se trouve. Une cellule, elle va recevoir des tas d'informations. Par exemple, une cellule qui doit former un appendice, elle reçoit l'information « tu dois participer à la fabrication d'un appendice ». Mais cette information ne lui dit pas quel type d'appendice elle doit fabriquer. L'information qui lui dit quel type d'appendice, en fait, est déterminée par les gènes OX qui lui disent « tu te trouves à tel niveau de l'embryon » et donc, à tel niveau de l'embryon, on fabrique une antenne, on ne fabrique pas une patte. Mais là, on a changé son système, en quelque sorte, son système GPS de localisation, et donc la cellule est perdue, enfin elle n'est pas complètement perdue, elle croit se trouver à un autre endroit, et donc dans ces conditions, eh bien, elle va participer, pas simplement une cellule, mais toutes les cellules vont participer à la fabrication d'un appendice, c'est ce qu'elles doivent faire, mais elles ne fabriquent pas le bon appendice correspondant à cet endroit déterminé. Donc les gènes OX ne codent pas pour des structures particulières, ils constituent en fait un espèce de signal, de système GPS qui permettent aux cellules de se repérer au sein de l'embryon. En regardant les gènes OX qui sont exprimés, elles savent où elles se trouvent, en quelque sorte. Donc un type de gène très important qui va jouer un rôle tout à fait essentiel dans la spécification des types de neurones. Je ne vous montrerai pas d'exemple parce que les exemples chez la drosophile sont plus démonstratifs, mais qui va jouer un rôle tout à fait essentiel dans le type de neurone qui va être généré dans telle région versus telle autre région. Alors, je vais faire une petite parenthèse là pour insister sur le fait que
vous le voyez, je vous parle à la fois des mammifères, par exemple, et des drosophiles. Et ça, c'est quelque chose maintenant qui, en génétique moléculaire, est devenu extrêmement courant. C'est-à-dire qu'on fait des mouvements de va-et-vient entre de différentes espèces. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que les gènes sont extrêmement conservés entre des espèces dont on pensait au départ qu'elles étaient très différentes. Vous me direz, qu'est-ce que j'ai de commun avec une drosophile, hein ? Eh bien, en fait, on a beaucoup de commun avec la drosophile, et en particulier, tout notre système de mise en place des polarités antéro-postérieures et dorso-ventrales implique des mécanismes et des gènes qui sont quasiment identiques entre la drosophile et nous. Seulement, c'est beaucoup plus facile de faire de l'expérimentation sur une drosophile que sur un mammifère. Je ne parle pas de faire de l'expérimentation chez l'homme. En général, on fait de l'expérimentation chez la souris, par exemple, si on veut un mammifère. Ça, c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail. Alors que travailler chez la drosophile, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, il y a de nombreux gènes qui ont été identifiés, par exemple, chez la drosophile ou d'autres organismes simples, comme un ver qui s'appelle C. elegans, et qui ensuite ont été, dont on a compris la fonction chez ces organismes, dont on a trouvé des homologues chez les vertébrés, et ceci nous a éclairé immédiatement sur le fait que ces gènes pourraient jouer un rôle analogue chez les vertébrés, et nous a fait avancer beaucoup plus rapidement. Donc on fait très régulièrement ce type de va-et-vient entre différentes espèces, du fait de la conservation à la fois des génomes et des mécanismes qui contrôlent le développement dans de très nombreuses espèces. Donc les gènes dont je vous ai parlé jusqu'à présent, les gènes OX, sont des gènes qui interviennent dans la spécification de l'identité de régions particulières, par exemple de ce segment-là. Je vais juste vous dire un mot sur un autre type de gène qui est celui-ci, et là j'en profite pour faire une petite parenthèse méthodologique. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une expérience qu'on qualifie d'hybridation in situ, c'est-à-dire qu'on a, vous avez ici, en fait, vous ne le voyez peut-être pas bien, un embryon de souris vers 8 jours et demi de développement, ce qui correspond à peu près à la moitié de la gestation chez la souris. Et on a révélé par une technique qu'on appelle hybridation in situ la présence du messager correspondant à un gène particulier. Le messager, c'est une molécule d'ARN qui va donner naissance à la protéine correspondante. Donc, on est capable, vous le voyez, c'est ce qui apparaît en foncé ici, on est capable, avec cette méthodologie, de décrire en une seule expérience quel est le domaine où ce gène est exprimé. Ce sont des expériences qui sont très faciles à réaliser, et donc on a tout de suite une vision globale, en quelque sorte, de l'expression du gène au sein de l'embryon. Donc ça permet d'aller très vite. En l'occurrence, ce gène code pour un facteur de transcription, et vous voyez qu'il est exprimé en fait dans deux... là, on se trouve au niveau du cerveau postérieur, du futur cerveau postérieur, et il est exprimé dans deux segments de ce cerveau postérieur, les segments 3 et 5. Encore une fois, une parenthèse, on dispose maintenant de méthodologies, chez la souris par exemple, qui nous permettent d'inactiver un gène à volonté. Donc on estime maintenant que les mammifères possèdent à peu près 25 000 gènes. Eh bien, on est capable d'inactiver ces 25 000 gènes les uns après les autres. Alors c'est beaucoup de travail, mais c'est une méthode extrêmement puissante pour comprendre quelle est la fonction de ces gènes. Et en fait, il y a un programme européen qui vient d'être lancé il y a peu de temps, dont l'ambition est de réaliser l'inactivation des 25 000 gènes de la souris au cours, disons, de la dizaine d'années qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on inactive un gène? Et par exemple, dans le cas de ce gène-là, donc je vous ai dit, ce gène, il est exprimé dans le segment 3 et dans le segment 5. Eh bien, si on inactive ce gène, si on le détruit, eh bien, l'embryon qu'on obtient, il a la tête suivante au niveau du cerveau postérieur. Vous voyez, il a perdu, en fait, les segments 3 et les segments 5. Comme si on avait fait une espèce d'épissage, et on aurait découpé le cerveau chirurgicalement et puis recollé les morceaux en éliminant les segments 3 et 5. Donc, ce que ça vous apprend tout de suite, c'est que ce gène, en fait, il est nécessaire à la fabrication de ces segments-là. Ça, c'est une fonction très différente de celle des gènes OX. Les gènes OX n'intervenaient pas dans la fabrication des segments, ils intervenaient dans la spécification de leur identité. C'est-à-dire, est-ce que le segment va donner tel type de neurone ou tel autre type de neurone. Mais si vous inactivez un gène OX, vous ne perdez pas de segments. Tandis que là, vous perdez des segments. Donc vous voyez, c'est des gènes qui ont des rôles profondément différents, mais complémentaires.
Dernier aspect technique que je voulais mentionner pour vous montrer ce qu'on était capable de faire et ce que ça apporte également. Donc je vous ai parlé, je vous ai dit que chez la souris, par exemple, on est capable à volonté d'inactiver des gènes et que ceci nous apprend des choses sur leur fonction. Mais on est capable également d'exprimer des gènes, de les faire fonctionner dans des situations où normalement ils ne devraient pas fonctionner. Par exemple, dans des territoires où normalement ces gènes ne sont pas actifs. On peut faire ça chez la souris, mais c'est assez lourd, mais on peut le faire beaucoup plus facilement chez le poulet. Là encore, on saute d'une espèce à l'autre, et c'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans nos travaux. Donc là, je voulais vous montrer une expérience ici qui est assez démonstrative sur ce qu'on est capable de faire. Alors, qu'est-ce que je vous montre ici? Eh bien, c'est un tube neural d'un embryon de poulet dans la région justement du cerveau postérieur, sur lequel on a réalisé justement encore une fois une expérience d'hybridation in situ pour révéler en fait l'expression de deux gènes qui sont marqués avec des couleurs différentes. Donc vous voyez, il y a un gène qui est en orange qui est en fait actif dans le segment 3 et dans le segment 5, moi je connais les numéros des segments, et puis un autre gène qui est le gène violet qui est actif dans le segment 4 et puis également plus postérieurement. Mais alors cet embryon, il n'est pas symétrique. Alors ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris le tube neural, et puis on l'a ouvert dans la partie dorsale, puis ensuite on l'a mis à plat. C'est pour ça qu'il vous apparaît comme ceci, pour qu'on puisse l'examiner plus facilement sous un microscope. Donc ça, c'est la ligne médiane, et puis correspondant à la partie ventrale, et puis vous avez les parties latérales. Puis la partie gauche, vous voyez qu'elle est très différente. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la partie gauche? Dans la partie gauche, on a imposé l'expression du gène CROX20 dont je vous parlais tout à l'heure, là, celui qui était exprimé dans les segments 3 et 5. Donc normalement, ce gène, il est exprimé que dans le segment 3 et dans le segment 5. On l'a exprimé à peu près partout dans cette région-là. Et vous voyez que ça a des conséquences très importantes sur les profils d'expression des deux autres gènes. Donc ça a été fait dans la partie gauche et pas dans la partie droite. Donc vous voyez que les deux autres gènes voient leur profil modifié lorsqu'on exprime le gène CROX20. Et en particulier, vous voyez que le gène orange, eh bien, son domaine d'expression s'étend. Il n'est normalement pas exprimé, par exemple, dans cette région-là, et maintenant il l'est. Il n'est pas exprimé dans la région 4, et il l'est aussi, et ainsi de suite. Donc, l'expression du gène CROX20 aboutit à une activation de ce gène orange. Et inversement, on voit disparaître l'expression du gène violet. Donc, l'expression du gène CROX20 réprime celle du gène violet. Donc vous voyez qu'avec ces simples expériences, ça c'est 2-3 jours de travail, c'est pas beaucoup de travail, on apprend énormément d'informations puisqu'on est capable d'établir des liens de hiérarchie entre ces gènes. En fait, tous ces gènes, ils forment un réseau, et pour comprendre la façon dont ils fonctionnent, on a besoin de connaître les nœuds du réseau. Eh bien, ce genre d'expériences nous permettent de commencer à décrypter en fait les relations hiérarchiques qui existent entre les différents gènes. J'en arrive enfin à la génération des neurones. Donc maintenant, on a mis en place un système nerveux central, on l'a régionalisé avec des mécanismes que j'ai évoqués, et puis maintenant, il va falloir fabriquer des neurones en fonction des informations dont on dispose, et ceci va spécifier le type de neurone qui va être fabriqué. Alors, comment sont générés les neurones? Au départ, le tissu neural est un tissu, je dirais, assez ordinaire, qui contient des cellules qui prolifèrent, puisque l'embryon augmente de taille constamment. Donc ces cellules prolifèrent et se reproduisent un peu à l'identique. Alors ces cellules, elles sont un peu particulières parce qu'elles sont très allongées entre la face interne, la surface interne, qu'on appelle ventriculaire, et puis la surface externe. Donc elles sont accrochées au debout, puis quand elles se divisent, elles ont besoin de se décrocher de la surface externe. Donc le processus normal, c'est que lorsque une cellule va se diviser, elle se détache de la surface externe, et puis ensuite il y a deux cellules filles qui naissent, et puis elles vont aller se réaccrocher à la surface externe. Ça, c'est ce qui se produit tant qu'il n'y a pas génération de neurones. À partir du moment où il y a génération de neurones, en fait, les deux cellules qui naissent d'une division cellulaire ne vont plus avoir le même comportement. Il y en a une qui va faire comme avant, c'est-à-dire qu'elle va recréer une extension cytoplasmique et puis aller se raccrocher à la surface externe du tissu neural. Mais l'autre ne va pas faire ça. L'autre, elle va en fait se détacher de la région ventrale et puis elle va migrer vers la surface externe. Et c'est celle-là qui va se différencier
en neurones. Donc là, on a ce qu'on appelle une division asymétrique, hein, puisque les deux cellules filles ne vont pas être identiques. Il y en a une qui va continuer à cycler, en quelque sorte, ça va être ce qu'on peut appeler une cellule souche. Elle va continuer à proliférer. Et puis l'autre, elle va se différencier, elle va plus diviser, l'autre, celle qui a décidé de migrer, elle va plus diviser et elle va devenir un neurone. Alors là se pose un problème très sérieux, sur lequel je reviendrai par la suite, c'est il est très important, évidemment, d'avoir une balance bien équilibrée entre les cellules qui se différencient et les cellules qui continuent à proliférer. Parce que vous imaginez que si toutes les cellules se mettent à se différencier, eh bien, il ne va plus y avoir de prolifération. À ce moment-là, votre système nerveux ne va plus pouvoir se développer. Inversement, s'il n'y a aucune cellule qui se différencie, eh bien, il n'y aura pas formation de neurones. Donc là, on a un équilibre très délicat. Et en fait, il y a des mécanismes très spécifiques qui ont été mis en œuvre pour contrôler en fait, cette différenciation éventuelle des cellules le long de la voie neuronale. Mais avant d'aborder ce point-là, je voudrais terminer l'histoire du neurone. Hein. Donc cette cellule qui a décidé de se différencier, je vous ai dit, elle va migrer en fait vers la surface externe de la plaque neurale, et puis elle va se localiser là, dans une région qu'on appelle la plaque corticale. Bon. Et puis un peu plus tard, ce mécanisme de fabrication des neurones, il est continu. Donc il y a une première série de neurones qui vont se différencier, et puis ensuite il y a des neurones qui vont de nouveau être produits dans la région ventriculaire, qui vont migrer vers l'extérieur. Et là, ces neurones, ces nouveaux arrivants en quelque sorte, eh bien, ils vont traverser la couche qui a été formée par les premiers arrivants, et puis ils vont se différencier un peu plus extérieurement. Et puis ainsi de suite. Quand il va y avoir une nouvelle couche de neurones qui va se former, elle va se former encore plus à l'extérieur. Donc on dit que dans ces conditions, le système nerveux se met en place de l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'on va fabriquer des couches successives de neurones qui vont avoir des propriétés différentes et qui sont mises en place successivement au cours du temps. Donc ça introduit un autre élément dans la régionalisation en quelque sorte des populations neuronales. Je vous avais dit que ça dépendait du lieu d'où ils viennent, mais maintenant je vous raconte que ça dépend également du moment où ils naissent en quelque sorte, où ils décident de se différencier. Hein, puisque ceux qui naissent précocement, ben, c'est ceux qui vont former la couche la plus interne, qu'on appelle la couche 6 dans le cortex, et puis ensuite les autres successivement vont se développer. Donc il y a également le facteur temps qui est très important pour déterminer le type de neurone qu'on va obtenir. Donc j'en reviens à mon problème de l'équilibre entre les cellules qui vont décider de se différencier et puis celles qui vont continuer à proliférer. Alors il y a un mécanisme moléculaire qui est en place, qu'on a découvert, là encore, chez la drosophile, et qui gouverne l'équilibre, en quelque sorte, entre les cellules qui se différencient en neurones et celles qui vont continuer à proliférer. Alors au départ, toutes les cellules sont identiques. Imaginez que toutes les cellules sont identiques, et elles expriment un couple de molécules particulières qu'on appelle le couple Notch-delta. Notch, c'est une molécule transmembranaire, une protéine transmembranaire, qui est un récepteur dont le ligand, c'est-à-dire la molécule qui va se lier à ce récepteur, est delta. Et delta est également une molécule transmembranaire. Alors ces deux molécules sont présentes sur toutes les cellules. Mais le niveau d'expression de ces molécules varie de façon au hasard. Et donc il peut arriver qu'une cellule va exprimer des niveaux plus importants de delta. Comme ça, de façon stochastique. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Cette cellule qui exprime un niveau un peu plus important de delta, eh bien, comme delta est le ligand du récepteur Notch, ça va activer le récepteur Notch. Et cette activation du récepteur Notch va avoir des conséquences importantes puisque ça va conduire à une diminution de l'expression de delta dans la cellule où Notch est activé. Si delta diminue dans cette cellule-là, eh bien dans la cellule d'à côté, Notch va être moins activé. Et le fait que Notch soit moins activé, ça va renforcer l'expression de delta, et puis ça va engager en fait la cellule dans la voie de différenciation neurale. Donc en quelque sorte, ce qui est important à retenir dans ce mécanisme, c'est que c'est quelque chose d'irréversible. On a une espèce d'équilibre métastable, hein, instable en quelque sorte, et puis
parfois, par hasard, on va rompre cet équilibre, et à ce moment-là, eh bien, une des cellules va s'engager dans la voie de différenciation neurale. Mais ce qui est très important, c'est que ce faisant, c'est la cellule verte ici qui va s'engager dans la voie de différenciation neurale. En même temps qu'elle s'engage dans la voie de différenciation neurale, eh bien, elle signale à ses voisines qu'elles ne doivent pas s'engager dans cette voie, qu'elles doivent continuer à proliférer. Donc, vous voyez, c'est un moyen par lequel on évite qu'il y ait trop de cellules qui s'engagent en même temps dans cette voie de différenciation neurale. C'est un moyen de contrôle extrêmement efficace et en fait qui est utilisé dans beaucoup de processus. Et c'est un mécanisme qu'on qualifie d'inhibition latérale, puisque la cellule qui décide de se différencier, elle empêche en fait ses voisines de le faire en même temps qu'elle. C'est comme ceci que la différenciation des neurones se produit dans le système nerveux. Les cellules qui décident de se différencier en neurones, elles préviennent leurs voisines qu'il ne faut pas qu'elles se différencient également. Dernier point. Donc une fois qu'on a généré les neurones, eh bien, il faut, comme je le disais, mettre en place le réseau entre ces neurones. Et ça, c'est une tâche d'une complexité tout à fait extraordinaire, vu le nombre de connexions qui doivent être mises en place. Donc ces connexions, elles sont basées, je vous l'ai dit, sur des contacts entre un axone et des dendrites. Un axone d'un neurone avec des dendrites d'un autre neurone. Mais pour pouvoir effectuer ce contact, l'extrémité de l'axone, il a besoin de trouver ces dendrites. Et parfois, elles sont situées très loin dans l'embryon. Très loin, ça veut dire peut-être quelques millimètres. Et c'est une distance tout à fait énorme à parcourir pour des structures de ce type-là. Donc, l'axone, il va devoir être capable de naviguer au sein de l'embryon de façon extrêmement précise pour aller trouver sa cible. Parce que le câblage général du système nerveux, il est une fois encore inscrit dans nos gènes. Donc, tout est programmé. Et donc, l'axone va devoir naviguer au sein de l'embryon, comme je le disais, pour trouver son but. Alors, comment est-ce qu'il peut faire ça? À l'extrémité de l'axone, il y a une structure qu'on appelle le cône de croissance. Donc, vous voyez, c'est une espèce de main, un peu, hein, qui est terminée justement par des extensions cytoplasmiques qu'on appelle des philopodes. Et à travers ces extensions qui ressemblent à des doigts, eh bien, le bout de l'axone va un peu tâter son environnement. Il va explorer son environnement pour essayer d'identifier en quelque sorte des indices qui vont pouvoir le guider. Alors comment est-ce que ceci va pouvoir marcher? Lorsqu'il aura identifié par exemple un indice attracteur, ben, il va s'accrocher dessus, ces philopodes vont s'accrocher dessus et vont tirer en quelque sorte l'axone dans la direction. Alors comment, dans la pratique, est-ce que ça marche? Eh bien, le cône de croissance, en fait, il va être exposé à toute une série d'indices différents qui sont de plusieurs natures. Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, le cône de croissance, lui, il ne va pas du tout naviguer de la même façon qu'un automobiliste avec son GPS. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas en fait son but. Il va naviguer constamment de façon locale. Quand je dis locale, ça veut dire sur des distances de l'ordre de quelques dixièmes de microns. Quelques dizaines de microns. Donc à ce niveau local, il va rencontrer des informations qui vont le guider sur un tronçon très limité. Puis ensuite, il va passer à un autre tronçon. Et ainsi de suite, il va pouvoir effectivement parcourir éventuellement plusieurs millimètres. Mais à chaque fois, l'information qu'il reçoit est très locale. Alors, quelle est cette information? Il y en a essentiellement 4 types, en fait. Il y a des informations qui sont localisées sur les cellules qu'il va rencontrer ou sur ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est-à-dire l'environnement, qui est une espèce d'environnement de protéines fibreuses dans lequel les cellules sont enchâssées et dans lequel le cône de croissance doit frayer son chemin. Et donc, il y a des molécules qui sont disposées soit à la surface des cellules, soit à la surface de la matrice cellulaire, extracellulaire, qui sont soit des molécules attractives, soit des molécules répulsives pour le cône de croissance. Et vous voyez sur ce schéma ici, 2 cônes de croissance, enfin l'un en tout cas d'entre eux, qui est engagé dans une espèce de tunnel, là, hein, puisqu'il y a une région qui contient des molécules attractives, hein, qui permettent l'adhésion, qui sont représentées par des plus, qui est encadrée par des régions qui, elles, au contraire, vont repousser le cône de croissance. Donc une fois qu'il est engagé dans cette région, il n'a plus le choix, il ne peut plus aller sur les côtés, il est obligé d'aller tout droit. Donc il y a ce type de
d'interactions à courte distance qui vont contrôler le déplacement des cônes de croissance. Et puis il y a d'autres interactions qui, elles, sont à plus grande distance, mais malgré tout encore toujours de l'ordre de quelques dizaines de microns, qui vont être dues, cette fois-ci, à des molécules diffusibles qui vont être synthétisées par des groupes de cellules qui sont disposés le long du parcours du cône de croissance. Donc vous voyez, par exemple, cette cellule ici synthétise des molécules répulsives. Donc le cône de croissance, il va être capable de détecter le gradient de concentration de ces molécules répulsives et il va avoir tendance à s'éloigner vers les basses concentrations. Donc il va fuir cette source de protéines diffusibles. Et inversement, il y a une source de molécules attractives et donc il va essayer de progresser vers cette source pour aller vers des quantités de plus en plus importantes de cette molécule attractive. Donc vous voyez qu'avec ces 4 éléments, ici on va pousser en quelque sorte les cônes de croissance vers l'entrée du tunnel. Une fois qu'ils sont dans le tunnel, ils ne peuvent plus en échapper. Puis quand ils sortent du tunnel, vous voyez qu'on les fait obliquer maintenant vers cette source de molécules attractives. Et ainsi, on lui a pu lui faire faire une partie de son chemin. Et on estime que donc, pour parcourir quelques millimètres, il va devoir rencontrer des centaines, en quelque sorte, de tronçons de ce type qui, à chaque fois, vont lui permettre de progresser jusqu'à atteindre sa cible. Alors, sa cible, c'est quoi? Souvent, c'est une région d'un tissu nerveux. Et dans cette région, il va éventuellement devoir établir des contacts très spécifiques. En particulier, on a très souvent des formes d'organisation dans le système nerveux qu'on qualifie de projection topographique. Alors, je vais m'expliquer sur ce que ça veut dire. Là, vous avez deux régions du système nerveux. La rétine, qui contient des neurones qui sont responsables de la perception visuelle. Et ces neurones, en fait, vont envoyer, enfin certains d'entre eux, vont envoyer des axones vers une région du cerveau qu'on appelle le tectum chez le poulet. Bon, ça a été étudié principalement chez le poulet, cet aspect. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'établissement du contact au sein du tectum dépend en fait de la position de la cellule dans la rétine. Donc vous voyez par exemple que les cellules de la rétine qui sont situées du côté nasal, c'est-à-dire proche du plan de symétrie, vont établir leur contact dans la région postérieure du tectum, alors que les cellules qui sont dans la partie temporale vont établir leur contact dans la région antérieure du tectum. Alors comment est-ce que ça peut se faire? Les mécanismes que je vous ai décrits jusqu'à présent nous permettent d'expliquer comment l'axone va pouvoir migrer, se déplacer depuis la rétine jusqu'au tectum. Mais une fois qu'il est dans le tectum, comment il va trouver en quelque sorte les cellules particulières, la zone particulière avec laquelle il doit établir des contacts? Est-ce que ces cellules synthétisent des protéines très spécifiques qui font que telle cellule de la rétine va reconnaître telle cellule du tectum? C'est peu vraisemblable parce que là-dedans, il y a des millions de cellules. Donc il faudrait un nombre de molécules pour coder ceci qui serait en fait plus important que ce que notre génome est capable de coder. Donc ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Et en fait, on a découvert récemment, alors, du moins on pense avoir découvert comment ceci est mis en place, et c'est dû, là encore, à des gradients d'expression de certaines protéines. Au niveau des neurones, de la rétine, vous avez un gradient d'expression de récepteurs. C'est-à-dire que vous voyez que les cellules qui sont situées dans la région nasale expriment très peu ce récepteur, alors que celles qui sont situées dans la région temporale expriment des hauts niveaux de ce récepteur. Ce récepteur, il va interagir avec un ligand qui est situé dans le tectum, qui est fabriqué dans le tectum. Et le ligand, il va être aussi présent sous forme d'un gradient. Il y a de très faibles concentrations de ce ligand dans la région antérieure du tectum, et il y a des concentrations élevées dans la région postérieure du tectum. Qu'est-ce que va faire ce ligand? Eh bien, ce ligand, une fois qu'il active le récepteur, il va bloquer la progression du cône de croissance. C'est un effet répulsif. Donc, vous voyez qu'une cellule qui exprime, par exemple, un très fort niveau de récepteur, eh bien, il ne va pas lui falloir beaucoup de ligands pour avoir un signal important. Et donc, le cône de croissance va s'arrêter très tôt dans sa progression dans le tectum. Alors que si le cône de croissance contient des très faibles niveaux de récepteurs, il va pouvoir progresser beaucoup plus avant de s'arrêter
parce qu'il a rencontré des niveaux de ligands importants. Donc avec ce type de mécanisme, on arrive à comprendre comment des organisations extrêmement complexes de connexion sont mises en place entre deux territoires. Donc je vais conclure ici, je m'excuse, j'ai pris pas mal de retard. Donc ce que j'ai essayé de vous faire ressortir à travers cette présentation, c'est d'une part le déterminisme génétique du développement du système nerveux, donc essentiellement très peu de plasticité, le fait que nous sommes en phase d'identifier une partie qui devient de plus en plus importante chaque jour des gènes qui interviennent dans ce processus et que nous commençons à comprendre les mécanismes qui sont à la base de la mise en place du système nerveux. J'ai insisté également sur la forte conservation qui existe entre à la fois les génomes, les mécanismes et les organisations dans les différentes espèces, ce que les généticiens moléculaires utilisent maintenant à fond pour pouvoir progresser plus rapidement en utilisant les espèces plus simples comme fournisseurs de gènes, en quelque sorte, comme fournisseurs de fonctions pour ensuite les étudier chez des espèces plus difficiles d'abord. Je vous ai dit également que nous disposons maintenant de technologies qui nous permettent de manipuler en quelque sorte le développement en manipulant l'expression des gènes. Et ceci va nous permettre d'une part de poursuivre l'analyse du développement du système nerveux, mais également celle de la physiologie du système nerveux. Et puis, pour terminer, je voudrais, juste à titre d'exemple et juste très brièvement, prendre la question en quoi la connaissance du développement du système nerveux est-elle importante justement pour traiter des affections du système nerveux. Par exemple, une situation dans laquelle on a besoin de régénérer une partie du système nerveux. Par exemple, si vous avez un accident vasculaire cérébral, vous avez une partie de votre cerveau qui est détruite. Actuellement, on n'a pas beaucoup de solutions pour remédier à ce problème. On peut imaginer qu'un jour, on sera capable de, premièrement, d'identifier le type de neurones qui était présent dans la région qui a été lésée, de fabriquer éventuellement ces neurones, parce qu'on connaîtra les molécules qui permettent, d'après ce qu'on a appris sur le développement, d'induire en quelque sorte la différenciation de ce type particulier de neurones. Ensuite, on sera capable, donc ces cellules qu'on aura pu différencier pour former des neurones qui sont ceux qui sont nécessaires dans la région qui a été lésée, on sera capable de les réimplanter dans le cerveau. Mais là, on aura encore une tâche plus difficile, parce que d'avoir des neurones dans le cerveau, ce n'est pas suffisant pour que ça fonctionne. Il faut reconstituer le réseau. C'est ça qui est important dans le système nerveux, c'est le réseau. Et donc, tout ce que je vous ai raconté sur la façon dont on est capable de moduler en quelque sorte la navigation des axones, et bien peut-être qu'un jour, on sera capable de l'utiliser pour reconstituer justement les réseaux et rétablir des contacts qui ont été perdus du fait de la destruction des cellules. Donc c'est un exemple en quelque sorte où l'information qu'on peut tirer des phases de développement, eh bien, on sera peut-être capable de l'utiliser dans le futur dans des tentatives de régénération de certaines fonctionnalités du système nerveux. Je vous remercie.